Est-ce que vous prenez des vacances? C'est la question que je voulais commencer par vous poser. Sébastien, vous Vendredi, Ça part où les auditeurs d'Europe 1 ne m'entendront plus. Ça part un petit peu dans le sud-ouest, un petit peu dans le sud-est, peut-être un petit peu d'Italie, qui sait. De la France? Oui, plutôt de la France quand même. Nathan? Oui. Partagez-nous votre carte postale. Vous partez où? À Tanger, qui est une ville extraordinaire, oui, en Suède, magnifique. En Suède, voilà. Qui est une ville sublime. Et on ne sait pas vraiment dans quel pays elle est, parce qu'il y a un côté espagnol, il y a une âme espagnole, une âme marocaine, une âme française, une âme anglaise, une âme un peu italienne. À Tanger, c'est une ville vraiment sublime. Et après, je ne sais pas, c'est toute la discussion conjugale dans laquelle je suis en ce moment. Bon, en tout cas, Vous d'avance. n'allez pas aux États-Unis, Nathan. Non, je pense pas, ni en Russie. En tout cas, je vous souhaite d'avance des bonnes vacances à tous les deux, Nathan et Sébastien. Merci, ce sera la fin de l'été, encore un peu de temps. En tout cas, un qui est en vacances, c'est Emmanuel Macron. Il a commencé à prendre résidence dans le fort de Brégançon depuis vendredi. Il a fui Paris pour le fort de Brégançon, résidence d'été de nos chefs de l'État. Alors, lui, son Premier ministre, en revanche, va rester à Paris. Il a fort à faire, faut dire, notre Premier ministre François Bayrou, avec son budget. Est-ce qu'on le comprend, à votre avis, qu'il reste à Paris, Sébastien Ligné? Vaut mieux. Oui, vaut mieux pour lui. Alors déjà, les vacances d'Emmanuel Macron m'interrogent. C'est-à-dire que vous avez dit que c'était un président qui avait fui Paris. Moi, je pense qu'il ne fuit pas que Paris. Il fuit depuis maintenant quelques mois ses responsabilités. Il fuit son bilan aussi. Et c'est un homme qu'on entend finalement assez peu sur les questions nationales. On l'a très peu entendu sur le budget de François Bayrou, on l'a très peu entendu sur les questions sécuritaires, on l'a très peu entendu sur les questions migratoires, sur les questions sociétales, même à l'international. Finalement, sa voix porte un petit peu moins qu'en début d'année. Donc c'est un homme qui fuit beaucoup de choses. Quant à François Bayrou, je pense malheureusement que même s'il travaille 12 heures par jour jusqu'au premier débat budgétaire en septembre, j'ai bien peur que son sort soit scellé. Mais pour un homme qui reste moins de 6 mois ou à peine plus de 6 mois au pouvoir, j'ose espérer qu'il va pas prendre vacances non plus, quoi. Bon, en tout cas, je vous spoil un petit peu, puisque là, cette semaine, c'est le dernier Conseil des ministres qui aura lieu mercredi. Vous allez voir, les médias vont vous parler. Il va falloir remplir les journaux, comme on dit. Donc, vous allez voir où chacun de nos ministres vont partir en vacances. Alors, ce sera pas le sud-est ou le sud-ouest ou Tanger. En tout cas, ce sera la Bretagne pour Sophie Primas, porte-parole du gouvernement. Ils partent en France, quand même. Gérald Darmanin, lui, va rester aussi à Paris. Il a décidé de rester travailler à son bureau. La Corse pour Marc Ferracci, ministre de l'Industrie. Catherine Vautrin, également ministre du Travail. Bruno Retailleau, la Vendée. Bref, je pourrais tous vous les citer comme ça, effectivement. Vous le disiez. Ça reste en France. Ça reste en France, toujours. On a l'impression que c'est ancré maintenant, cette idée de se dire toujours être là, au moins à 2 heures de Paris, pour pouvoir revenir aux affaires si besoin. Sachant que maintenant, c'est tout ce qu'on peut diriger à distance. Oui, bien sûr, mais il y a une question derrière les vacances des ministres et des politiques. La question de savoir dans quelle mesure la fonction politique s'est complètement vidée de son rapport à la temporalité. Quand on regarde la manière dont fonctionnait l'agenda du général de Gaulle, de Pompidou, Giscard c'est un peu différent, mais même de Mitterrand, on voit que c'était des gens qui avaient énormément de temps pour lire, pour méditer, pour être seul, pour marcher, pour se promener, etc. Il y avait moi aussi l'obligation de répondre aux médias sociaux. Il n'y avait pas de transparence. C'est il n'y nous avait qui pas de médias sociaux. On s'impose notre propre obligation à répondre. Et oui, et puis pour des raisons technologiques aussi, mais ça c'est un problème qui concerne les politiques, mais tout le monde. Je veux dire, nous sommes en permanence sollicités par des machines à travers lesquelles le travail s'invite dans nos vies en nous disant urgence, urgence, les mails urgents, les textos urgents, on est en surchauffe permanente. Je ne crois pas que le général de Gaulle n'ait pas été un bon président. Et pour autant, il n'avait pas du tout ce genre d'agenda et il pouvait prendre, entre guillemets, des vacances. Et oui, mais l'accès à l'information venait beaucoup moins vite aussi, donc on avait peut-être plus le temps de prendre le temps. Et je crois que ce qui se joue derrière aussi, c'est que dans cette hyperactivité de la fonction politique, on a perdu quelque chose qui était pourtant ancré dans l'histoire de France. Les politiques, jusqu'au général de Gaulle, jusqu'à Mitterrand, c'était des intellectuels. Général de Gaulle, il commence pas sa carrière en tant que politique. Lamartine, c'est pareil. Victor Hugo, évidemment, c'est pareil. Napoléon III, c'est pareil. Il commence sa vie en tant qu'intellectuel. Mitterrand, c'est un écrivain manqué. Pompidou, c'est un intellectuel initialement. Et évidemment, quand vous demandez vous attendez d'un homme politique qui soit tout le temps en train de répondre derrière son smartphone à des mails, à des textos, qu'il soit en permanence en train de faire de la communication et qu'il ne prenne jamais de temps de vacances, même dans sa vie normale de l'année, ça peut pas être quelqu'un qui va ancrer son action dans une pensée. Et donc je crois qu'il y a une véritable perte
à ces hommes politiques qui fonctionnent comme des citrons pressés, comme des gens extraordinairement hyperactifs et comme des gens en surchauffe, pour ne pas dire en burn-out. L'utopiste, hein. On y revient encore une fois. Sébastien Ligné, vous conseillez aussi la déconnexion numérique? Non, mais parce qu'en fait, j'entends, mais je pense pas qu'il faille comparer les époques. Et puis je pense pas que l'époque soit la réflexion. Je pense qu'au contraire, le temps et l'époque est à l'action permanente. Et je pense que justement, nos politiques actuelles souffrent d'un manque d'action. Je trouve que, je sais pas si on réfléchit beaucoup, vous avez raison, mais je pense qu'on parle beaucoup plus qu'avant, et on agit peu. Moi, je pense que c'est très bien, hein, un président qui passe 2 heures le matin à lire des livres, peut-être qu'Emmanuel Macron le fait, mais un président qui agit 2 heures par jour, je préférerais ça, honnêtement. Je pense que la réflexion est intéressante Vous ne lui accordez même pas 2 heures par jour? Non, mais la réflexion est intéressante en temps de paix. Je pense qu'en temps de guerre, comme on le vit, ou de conflits plus ou moins ouverts, je pense que le temps est à l'action. Et moi, ça me rassure qu'un ministre de l'Intérieur, en période estivale, où on sait qu'il y a toujours un risque d'émeutes urbaines, d'incivilité, d'insécurité, ça me rassure qu'un ministre de l'Intérieur soit pas très loin. Ça me rassure qu'un ministre de la Justice, ne soit pas en train de lire Malraux, mais qu'il soit en train de préparer son projet de loi. L'action, on attend un petit peu. La réflexion, on la laissera pour quand tous les conflits seront terminés. Je sais que vous le souhaitez aussi. Oui, mais je citais quelqu'un comme le général de Gaulle, c'était pas quelqu'un qui manquait d'action. Et pour autant, il n'aurait jamais approuvé ce genre de mode de vie. Mais deuxième réflexion, mais qui va un peu de pair sur la question des vacances des politiques. Ce qui m'agace un peu dans ce sujet, c'est que on peut critiquer des politiques, on peut aussi critiquer l'opinion publique, c'est-à-dire nous critiquer nous-mêmes. En fait, quoi que fassent les politiques, on va leur faire des reproches. Quand ils vont prendre un temps de vacances et qu'on va avoir les photos d'eux à la plage, je vais même pas citer les vacances de Nicolas Sarkozy après son élection en 2007, mais alors là, les gens vont dire « oulala, scandaleux, le président profite pendant que les Français triment, c'est une honte, etc. » Et puis quand ils font des vacances modestes, comme François Hollande, après son élection en 2012, qui s'était montré à la plage, un peu comme tout le monde, etc., une plage publique, on dit « oh là là, mais attendez, le président se profane, il va à la plage, en polo, comme tout le monde, comme monsieur et madame Dupont, le président, c'est une honte, il n'a aucun sens, les 2 corps du roi, il est en train de blasphémer tout ça. » Si vous voulez, il y a un côté un peu fatigant aussi, mais ça va de pair avec la surcommunication permanente de la fonction présidentielle, c'est que c'est le genre de sujet où quoi que fassent les politiques, on va dire c'est pas bien. Et je pense qu'il y a des sujets plus structurants. Je dis pas que le débat qu'on a, il est passionnant, mais il y a des sujets qui devraient être plus structurants pour l'opinion publique. Et je pense que quelqu'un comme le général de Gaulle, quelqu'un comme Pompidou, quelqu'un comme Mitterrand était moins victime, en tout cas surtout le général de Gaulle, surtout il méprisait ce genre de polémique, ça ne l'intéressait pas. La passion de Nathan Devers pour le général de Gaulle, c'est à écouter, à écouter. En tout cas, par rapport, on en apprend tous les soirs.